Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Si l'histoire de la reconstruction orbitaire est souvent associée aux gueules cassées de la Première Guerre mondiale, les défis liés à la perte d'un œil ou aux atteintes orbitaires existent depuis bien plus longtemps. Dès l'Antiquité, des chirurgiens comme Cels et Galien tentaient d'extraire des tumeurs de l'orbite, avec des moyens rudimentaires mais une ambition déjà réparatrice. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec le développement de la chirurgie plastique et réparatrice, que la prise en charge des tumeurs malignes de l'orbite, des traumatismes sévères et des reconstructions post-énucléation a véritablement progressé. Grâce aux avancées en imagerie, biomatériaux et en techniques microchirurgicales, nous pouvons aujourd'hui reconstruire l'orbite avec des résultats fonctionnels et esthétiques de plus en plus optimisés. Dans cet épisode, nous explorerons les différentes indications d'énucléation, les techniques de reconstruction orbitaire et les approches actuelles dans la prise en charge des fractures et des tumeurs orbitaires. Nous sommes très heureux d'accueillir dans cet épisode le docteur Jérémy Barbier, qui est oculoplasticien au Centre Kléber à Lyon et qui est membre du CA de la Société française d'ophtalmologie. Bonjour Jérémy. Bonjour Maxime, bonjour Camille. Merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant passer au sujet de la fracture du plancher de l'orbite, qui est une pathologie en urgence qui est assez courante de rencontrer. Est-ce Comment, peut-on faire le diagnostic? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Et quels sont, éventuellement également les traitements qu'on peut apporter? Donc effectivement, un oculoplasticien verra des fractures de l'orbite soit dans le cadre de l'urgence, soit dans le cadre, au contraire, des complications ou de la prise en charge un peu plus tardive. Et ce sont 2 situations très différentes. En fonction de son mode d'installation, on verra ou non cette pathologie urgente qui peut être pris en charge donc soit par des oculoplasticiens et beaucoup plus fréquemment par des chirurgiens maxillofaciaux qui sont, plutôt dans les services d'urgence porte et qui vont être les premiers à prendre en charge ces patients. Ils auront systématiquement besoin d'un, examen ophtalmologique, enfin, pour préciser la prise en charge, ultérieure qui va être nécessaire, hein. Donc c'est la plupart du temps suite à un choc direct avec une compression au niveau, de l'œil qui va entraîner une surpression dans l'orbite avec ensuite une fracture, la plupart du temps, du plancher de l'orbite. Mais on va potentiellement voir des fractures qui peuvent être beaucoup plus importantes, des différents murs latéraux, médiaux, voire même supérieurs de l'orbite. Et plus le traumatisme sera violent, plus on aura des fractures importantes. Devant un trauma facial évident, l'arrivée aux urgences va bien sûr entraîner la prescription d'un scanner qui va être fait en urgence et ce scanner permettra de diagnostiquer les différentes fractures. Et assez souvent, dans le cadre d'une prise en charge au déchocage, on va pouvoir faire un peu le point là-dessus. Des chirurgies peuvent être entreprises rapidement, surtout quand on a des, fractures du toit de l'orbite avec éventuellement, des embarrures, cérébroméningées ou des choses comme ça. Donc je pense qu'on sort un tout petit peu de la prise en charge purement ophtalmologique. La plupart du temps, ça va être donc cette, fracture classique du plancher de l'orbite ou blow-out fracture, hein. Donc c'est une fracture où on a cette surpression avec le plancher qui va, relâcher pour éviter qu'on ait trop de problèmes ophtalmologiques. Le diagnostic peut être suspecté cliniquement à l'arrivée du patient avec une énophtalmie, donc voilà, mais on est souvent dans un contexte inflammatoire, donc c'est difficile et principalement, un problème, d'oculomotricité. Donc en fait, surtout si on a, un défaut d'élévation, où on peut suspecter que le muscle droit inférieur est pris dans le foyer de fracture et encore une fois, le premier examen, c'est le scanner. Voilà. Ce scanner va permettre de faire le diagnostic, ce qui va ensuite, entraîner une prise en charge ou non. Et du coup, en fonction des résultats de cette imagerie, c'est vraiment ça qui va déterminer s'il y a lieu ou pas de réaliser une intervention secondairement? Alors, bien évidemment, l'imagerie va faire partie, du de l'arbre décisionnel. On va faire un examen ophtalmologique complet. C'est assez rare qu'on ait besoin
de faire une prise en charge en urgence, d'accord? La seule véritable urgence, heu, elle va arriver principalement chez l'enfant. Heu, donc chez les enfants, on peut avoir des fractures, du plancher avec heu, un entrapement du corps du muscle droit inférieur et avec un risque d'ischémie assez rapide. C'est le rare cas où, on va essayer que cette, désincarcération soit faite en urgence. Chez l'adulte, du fait de l'œdème périlésionnel, suite au choc et au traumatisme, l'absence d'accessibilité immédiate en général de l'examen ophtalmologique, et des différents tests, on peut très souvent se donner un tout petit peu de temps, que les choses, dégonflent, que l'œdème diminue pour avoir un examen, un petit peu plus précis. Et clairement, ce sera une association des signes radiologiques qui objective, le fait que la graisse orbitaire, est accrochée dans le foyer de fracture et où on suspecte, parce qu'on n'est pas toujours certain, que le muscle l'est également, et les signes cliniques que sont la diplopie, bien évidemment, mais ensuite effectivement aussi les résultats du test de Lancaster qui objectiveront cet, entrabement du muscle droit inférieur. Est-ce que du coup, il faut opérer des patients qui n'ont pas de diplopie? Dans un cadre urgent ou semi-urgent, surtout pas. Voilà. Il n'y a pas de raison, d'opérer ces patients, en tout cas pas dans ce cadre-là. On va clairement, chez ces patients, laisser, un petit peu de temps, faire des examens répétés, et ce n'est que à distance. Alors ça va je reviens un tout petit peu sur ma décision, ça va dépendre aussi un petit peu de l'importance de cette fracture, hein, d'accord? Si on a une fracture très importante, on pourra se reposer la question. Mais clairement, si la fracture n'est pas très importante, on va plutôt se donner du temps, parce que le geste en lui-même d'aller désincarcérer de la graisse, d'aller mettre en place une petite plaque, au niveau du plancher, peut être responsable de toute une autre série de petites complications qui seront possiblement plus embêtantes que le problème lui-même. Et donc chez ces patients, on se donnera du temps et ce n'est qu'à distance, en cas de présence d'une hénophtalmie embêtante, esthétiquement gênante, ou qui entraîne un déséquilibre oculomoteur qu'on pourra faire un geste secondairement. Jérémy, est-ce que l'on peut maintenant parler des lésions tumorales orbitaires? Alors bien sûr, donc la pathologie tumorale orbitaire, c'est quand même un large sujet et il sera difficile de rentrer, dans ce podcast de façon très détaillée, mais c'est important qu'on ait effectivement, une classification, dans notre tête quand on va voir un patient qui présente une tumeur orbitaire. Donc déjà, on va différencier de façon assez stricte et plus que pour certaines autres pathologies, les tumeurs d'orbite de l'adulte et de l'enfant, qui sont quand même assez différentes. Les tumeurs de l'enfant, j'en parle rapidement. On va différencier bien sûr les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes de l'enfant orbitaire restent assez rares. La plus fréquente, c'est donc le rétinoblastome, qui est une tumeur oculaire, avec très rarement, mais ça peut arriver, une extension orbitaire. Voilà, la seconde à laquelle il faut penser, qui arrive souvent un petit peu plus tardivement, c'est le rhabdomyosarcome, qui est une tumeur, extrêmement rapide d'évolution, où la prise en charge devra être, absolument pas retardée. Très rares métastases, notamment les métastases des neuroblastomes. Voilà un petit peu les tumeurs orbitaires de l'enfant, sans parler de rareté, les tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes, on a principalement les tumeurs vasculaires avec les hémangiomes caverneux et de façon, un peu plus spécifique à l'enfant, ce qu'on appelle les hémolymphangiome, qui sont des anomalies vasculaires que l'on va assez souvent diagnostiquer lors de poussées inflammatoires avec des saignements intratumoraux qui, arrivent assez fréquemment chez les enfants, au décours d'épisodes d'infection ORL. Et puis, pour les citer, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, il y a toute la pathologie, des kystes dermoïdes, qui, apparaissent sur les zones de suture, donc au niveau de l'orbite, soit en pérotemporale ou soit en péronasale, donc des lésions congénitales qui peuvent parfois être diagnostiquées un petit peu plus tard, surtout si les enfants ont un traumatisme qui va, possiblement entraîner, une petite évolution inflammatoire périlésionnelle. Voilà. Ensuite, les tumeurs orbitaires de l'adulte, donc les tumeurs bénignes les plus fréquentes, ce sont les méningiomes, en débutant par les méningiomes sphéno-orbitaires qui peuvent avoir une extension
dans l'orbite et les tumeurs vasculaires comme les hémangiomes caverneux. Voilà, ça, on en diagnostique assez souvent. Assez souvent même, ce sont ce qu'on appelle des incidentalomes, hein, pour les hémangiomes caverneux qui vont être découverts au décours d'une imagerie, souvent d'une imagerie cérébrale réalisée pour une autre raison. Il existe néanmoins de vrais hémangiomes caverneux responsables de compression ou d'autres problèmes qui devront être pris en charge. Et bien sûr, il y a toute la pathologie maligne des tumeurs de l'orbite. Pathologie la plus fréquente est le lymphome, suivi par les métastases de lésions cancéreuses situées ailleurs au niveau de l'organisme, puis toutes les tumeurs de continuité régionale ORL, et enfin les tumeurs malignes de la glande lacrymale. Et concernant les traitements de ces, tumeurs, alors bien évidemment, ça dépend du type, de la tumeur, mais est-ce qu'il y a eu des nouveautés ces dernières années? Comment elles sont prises en charge, globalement? Alors bien sûr, voilà, ça va dépendre de la nature de la lésion. La première chose à faire est d'avoir donc un diagnostic de certitude qui sera, soit, uniquement clinique et radiologique. Pour certaines lésions, que l'on suspecte malignes qui peuvent nécessiter la réalisation de biopsies et dès que possible, on essaye, de faire une exégèse chirurgicale. Néanmoins, tu as tout à fait raison, dans certaines formes de méningiome, parfois difficilement accessibles chirurgicalement, même avec des équipes multidisciplinaires, avec des maxillos, avec des neurochirurgiens, avec des oculoplasticiens, la radiothérapie, notamment stéréotaxique, est de plus en plus développée sur ces lésions et on arrive en fait à maintenir un petit peu, ces lésions inactives, et à juste simplement les surveiller. Nous allons parler des différentes techniques d'énucléation et d'éviscération. Est-ce que tu peux nous reparler voilà, de l'indication de l'énucléation et de la technique chirurgicale en pratique? Donc, quand on parle d'énucléation, d'éviscération, ça rentre, dans le cadre de ce que nous on appelle des chirurgies mutilantes. Clairement, avec les années, les indications d'énucléation ont nettement diminué. On fait beaucoup moins ce type de chirurgie. Je vous rappelle que l'énucléation, c'est donc une ablation du globe oculaire, en totalité, dans l'immense majorité des cas, pour des problèmes néoplasiques. Les 2 grandes étiologies, qui vont possiblement entraîner l'énucléation, c'est le rétinoblastome chez l'enfant et le mélanome choroïdien, plutôt chez l'adulte, sachant que depuis un certain nombre d'années, on a développé des traitements qui vont permettre une conservation de plus en plus fréquente du globe oculaire, même dans des lésions tumorales assez étendues, avec toutes les radiothérapies adaptées, avec la protothérapie notamment. Donc, ces indications, malheureusement, existent encore aujourd'hui, soit de première intention parce qu'on a vraiment une lésion tumorale trop importante, soit en cas d'échec, de, ces photothérapies, on va à ce moment-là réaliser une énucléation. Le but est donc, avant tout carcinologique dans ces pathologies, avec bien évidemment par rapport au traumatisme causé, dû à l'intervention, la possibilité de mettre en place ensuite, de combler la cavité orbitaire pour pouvoir adapter une prothèse oculaire. Donc, la technique d'énucléation n'a pas beaucoup changé. On va, couper le nerf optique, après avoir désinséré les muscles oculomoteurs. On va couper ce nerf optique plus ou moins loin en fonction, de la pathologie initiale et le déficit de volume orbitaire laissé sera comblé par une bille orbitaire, si possible habillée, soit habillée d'un treillis, soit, une bille orbitaire sur laquelle on va pouvoir, à l'aide d'encoches, fixer les muscles et en fait, comme dans les viscérations ensuite, le but est de mettre un plan, assez, important en avant, afin qu'on évite toute exposition dans le temps, de la bille qui va, elle, restaurer le volume. Donc, parfois, en fonction, de l'état local, on va pouvoir même rajouter, en avant une petite greffe dermograisseuse, un petit patch de fascia lata. Enfin, on va essayer de faire un petit peu ceinture bretelle pour que, les choses, évitent de s'exposer. Puis on va refermer la conjonctive en avant, et mettre en place ensuite une prothèse oculaire. Et alors dans tout ça justement, il y a
Il y a l'optique de la prothèse, qui va venir. J'imagine que les patients, sont très, demandeurs de comment ça va se passer pour la suite esthétiquement. Et alors, je crois savoir, parce qu'on a enregistré récemment un épisode avec, un oculariste, que les délais sont relativement longs. Est-ce que tu vas les impliquer dans le traitement, dès, l'indication chirurgicale ou avant même, la chirurgie? Ou est-ce que c'est aux patients de voir ensuite, une fois opérés, d'avoir un rendez-vous avec un oculariste? Mais alors ça, c'est intéressant et clairement les choses changent, avec le temps et ces dernières années, on est, bien plus impliqué là-dedans. Donc non, on marche vraiment main dans la main avec les ocularistes et moi, chaque patient alors, il y a le contexte un petit peu possiblement urgent d'une énucléation, en tout cas ou semi-urgent, de la pathologie tumorale qu'il va falloir prendre en charge et effectivement, un certain nombre de ces patients n'auront peut-être pas eu le temps véritablement de voir l'oculariste, de toucher une prothèse oculaire, de voir comment ça va se passer. Heu, clairement dans une éviscération, encore une fois, si elle n'est pas fait à chaud, ce qui est finalement assez exceptionnel, oui, c'est une indication qui a été réfléchie et on va donc, totalement impliquer l'oculariste dans cette prise en charge. Le patient ira voir dès que possible l'oculariste avant l'intervention, déjà pour, qu'il y ait, un contact qui s'effectue et que son contact fonctionne parce que c'est la personne qu'il va ensuite voir très régulièrement tout au long de, la vie, de, cette nouvelle cavité opérée, et il faut que, ben, ils puissent bien travailler ensemble. Il verra l'endroit où il travaille, en quoi consiste à fabriquer une prothèse oculaire. Il en touchera peut-être un petit peu plus que nous, ce que lui on aura montré dans notre cabinet, et c'est très important. De plus en plus maintenant également, alors je vais revenir sur la mise en place donc des prothèses oculaires. Quand on va faire ces interventions de chirurgie mutilante, en post-opératoire immédiat, on va mettre en place, ce qu'on appelle un conformateur, c'est-à-dire, une, pré-prothèse, plutôt non customisée parce qu'en fait on n'a pas pu faire d'empreinte, afin de garder, le lit conjonctival, pour recevoir la future prothèse une fois que la cicatrisation de tous les tissus aura été effectuée. Et en fait, depuis maintenant un certain nombre d'années, on va de moins en moins utiliser les conformateurs, customisés qu'on peut, avoir au bloc, directement, mais on va demander à l'oculariste qui va voir le patient avant, de nous fabriquer un conformateur, pas adapté à la cavité bien sûr, mais avec déjà une couleur faite et ce qui va nous permettre, dès le jour de l'intervention, de mettre en place un conformateur avec une couleur. Clairement, il y aura un ptosis parce que ce conformateur, on va vouloir qu'il n'appuie pas dans les cul-de-sac, donc l'ouverture palpébrale ne sera pas extraordinaire, mais le patient va se réveiller, déjà avec l'impression d'avoir un œil et voilà. On peut, pour des raisons, post-opératoires immédiates et moi c'est le cas dans mes patients, mettre en place une tarsographie temporaire. Je trouve que c'est quelque chose qui, simplifie le post-op, la période post-opératoire immédiate et en général, je laisse une tarsographie temporaire pour une quinzaine de jours. Ça va limiter les chémosis, les soins locaux quotidiens et cetera et voilà. Mais au bout de 15 jours, quand on ouvre la tarsographie, il y a déjà cette prothèse, il y a déjà cette couleur et voilà, c'est totalement vertueux pour plein de raisons. Parce que déjà le patient se sent rassuré, et content de l'aspect et puis également une reprise du travail qui va être bien plus rapide que ce qui était le cas avant, parce qu'on arrêtait les patients des semaines et des semaines. Et bien évidemment, on reprendra l'adaptation prothétique, 4, 6, 8 semaines ensuite avec une prothèse plus, adaptée. Donc clairement, l'oculariste fait partie, en tout cas moi dans mon quotidien d'oculoplasticien, total, de cette prise en charge et si possible dès le départ. Est-ce qu'on peut revenir sur, les éviscérations et les différentes techniques? Alors, je les ai effectivement, toutes plus ou moins pratiquées. Je pense que c'est des histoires avant tout d'habitude, de l'endroit où on a pu apprendre, et que globalement, ça va revenir un petit peu au même. La technique d'éviscération sur table, effectivement, dont le but est de mettre la partie postérieure de la sclère en avant,
peut-être intéressante, mais je ne sais pas si elle est énormément pratiquée. Moi, personnellement, je ne la pratique pas quotidiennement. Je pense qu'un peu le gold standard aujourd'hui qui est bien décrit, c'est effectivement de faire une éviscération, et de mettre ensuite, de créer des pétales dans la sclère, qu'on en fasse 2, qu'on en fasse 4, qu'on les désolidarise totalement de la zone du nerf optique en postérieur ou pas. Globalement, ce qui est important, c'est qu'on ait, un espèce de mur antérieur en avant de la bille que l'on va placer, qui soit assez costaud, si possible multicouche, sur lesquels on aura laissé les muscles oculomoteurs attachés, afin qu'on limite au grand maximum, les possibles expositions et qu'on, optimise au mieux, l'oculomotricité et la motricité donc ensuite ultérieure de la prothèse, hein, qui sera toujours qu'on appelle conversationnelle, qui est jamais parfaite, mais voilà. Autre chose qu'il est important de savoir, c'est que dans les éviscérations, on va souvent retirer des yeux. J'ai des patients qui ont été multi-opérés, multiples décollements de rétine avec finalement un échec thérapeutique, des yeux hypertoniques qui ont eu de plusieurs interventions avec plusieurs, trabéculectomies, sclérectomies, des patients qui ont eu des brûlures et tout ça va occasionner, des, remaniements conjonctivaux importants. Et en fait, c'est très important lorsqu'on fait, notre éviscération et que l'on va refermer en avant de nos fameux pétales, la partie la plus antérieure qui est donc la conjonctive, qu'il n'y ait absolument aucune traction. Et ça, on le voit vraiment en opératoire. On peut s'en douter en préopératoire devant les antécédents, cet œil, mais il ne faut pas qu'il y ait de tension, et surtout qu'il n'y ait pas de traction sur les cul-de-sac. Parce que si ça arrive, en fait, on va créer une cavité qui ne sera pas très adaptée à recevoir une future prothèse. Et il faut être prêt chez ces patients. Si on peut les prévenir avant, c'est mieux, hein, et c'est vraiment, si possible, important de le faire, de dire: «Bah, si je n'arrive pas à refermer votre conjonctive parce qu'elle part un petit peu en lambeaux, parce qu'elle est altérée par des années, de collyre topique ou par de multiples interventions. Il faut pouvoir, dans le même temps opératoire, prévoir un espèce de patch qui va permettre une conjonctivalisation en avant et donc moi, dans mon quotidien, je me sers principalement de greffes dermograisseuses. Alors c'est plutôt des greffes de derme que de graisse parce qu'on a déjà mis le volume avec la bille et en fait, on va mettre cela en avant de nos pétales et on va suturer la conjonctive sur les 2 parties au derme, ce qui permettra d'éviter de tirer, d'éviter de réduire les cul-de-sac et de potentialiser clairement le résultat final. Quand on pense que, parfois les gens sont jeunes et qu'ils ont encore, des dizaines d'années à vivre avec cette prothèse, c'est vraiment, très important. Pour ces patients qui ont des billes, il arrive qu'il y ait des expositions de la bille après un certain nombre d'années. Alors quelle est, l'attitude à avoir devant ces expositions de billes qui peuvent parfois s'infecter? Alors, j'ai l'impression quand même qu'avec les années, avec, les connaissances de ces techniques chirurgicales, on voit quand même plutôt moins d'expositions qu'avant. Heu, Clairement aujourd'hui, on utilise, en France en tout cas, des billes plutôt ce qu'on appelle, biocolinisables. Donc c'est, des billes orbitaires, des implants orbitaires où, en fait, il va y avoir une néovascularisation qui va intégrer cet implant à l'orbite. Globalement, on en a 2 principales. On a les billes en biocéramique ou hydroxyapatite et les billes en Medport. Heu, Clairement, moi, dans mon quotidien, je n'utilise plus de biocéramique car je la trouve un peu rugueuse et plus difficile à implanter et j'ai plutôt tendance à utiliser du Medport que je trouve plus agréable à mettre. Hem Si le mur antérieur que l'on a créé en avant de la bille n'est pas très bon, effectivement, le contact répété, de la prothèse peut entraîner une exposition. Heu, il y a cet éternel dilemme de dire: «Est-ce que la bille est infectée ou est-ce qu'elle n'est pas infectée?» C'est parfois difficile de savoir réellement, c'est souvent une histoire de timing, une infection, alors c'est des surinfections avec des germes assez lents, de ces billes, vont survenir plutôt, dans les mois qui suivent le geste opératoire.
voire les semaines, mais plutôt les mois, et seront assez souvent accompagnés un petit peu de sécrétion. Et quand ça arrive de façon relativement précoce comme ça, il faut vraiment se poser la question de la présence d'une infection ou non. Heu, une exposition qui arrive des années et des années après l'éviscération, heu, une exposition qui évolue très lentement avec peu de sécrétion, c'est souvent une exposition un petit peu d'usure, et je pense qu'on peut considérer, qu'elle est qu'il est peu probable, qu'il y ait, une infection. Il a été décrit effectivement pour faire la part des choses, que parfois on peut faire des imageries type IRM pour voir si la bille est vraiment bien vascularisée, et si c'est le cas, c'est plutôt peu en faveur d'une infection. J'avoue que dans ma pratique quotidienne, je trouve pas ça extrêmement intéressant. Donc je crois que c'est vraiment, la clinique qui prédomine, et voilà. Bien sûr, dès qu'on suspecte une infection de bille, il faut la retirer. Voilà, c'est un geste qui est un peu plus lourd, hein, surtout dans ces billes bio-intégrées. Si par contre on pense qu'il n'y a pas de réelle infection, et ben, le but est de, mettre un patch en avant de cette exposition. Il faut savoir qu'une fois qu'on a enlevé la conjonctive, qu'on a un petit peu débridé tout ça, le patch, ou en tout cas l'exposition est toujours bien plus importante que ce que l'on voit cliniquement. Hem Et on va donc mettre, un patch en avant. J'ai tendance à privilégier encore une fois les greffes de derme, voire des greffes dermograisseuses, plutôt que des lambeaux conjonctivaux que je trouve un petit peu fins et souvent, heu, peu rentables dans le temps. On va parler de l'exenteration. Est-ce que c'est un geste que tu pratiques toi, réellement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt pour les maxillofaciaux? Et si tu pratiques, est-ce que c'est en collaboration peut-être avec les maxillofaciaux? Et quelles sont les indications? Peux-tu nous en parler un peu? Alors je vais avoir tendance à dire malheureusement oui, je réalise un certain nombre d'exentérations par an. Hem, c'est un geste qui n'est pas très fréquent, heureusement, et qu'on évite, au maximum, mais parfois qui va être indispensable. Alors l'exentération, heu, reste, un geste qui peut tout à fait être réalisé par un oculoplasticien, lorsqu'il va se limiter, heu, à l'orbite. Les indications sont clairement des, lésions, tumorales néoplasiques qui ne vont pas permettre, heu, d'être retirées chirurgicalement de façon carcinologiquement saine, sans atteinte, en gros, du globe oculaire. Donc, c'est principalement, heu, les tumeurs de paupières dépassées. On peut avoir des carcinomes basocellulaires, des carcinomes spinocellulaires, des mélanomes, des carcinomes sébacés, enfin toute la pathologie maligne, cutanée, heu, cutanéo-muqueuse palpébrale, avec un envahissement orbitaire, et voilà. Il existe également des indications tumorale, au niveau de la glande lacrymale. Toutes les tumeurs, malignes qui sont souvent assez agressives de la glande lacrymale, surtout lorsqu'elles dépassent un petit peu la glande lacrymale en elle-même, peuvent, indiquer une exentération. Heu, pour prendre un exemple, de la tumeur cutanée la plus fréquente, le carcinome basocellulaire. Un carcinome basocellulaire qu'on va laisser évoluer longtemps, va pouvoir localement infiltrer, rentrer dans l'orbite. C'est plutôt l'apanage des lésions, par exemple, au niveau de l'angle interne, mais ça peut arriver à tout autre endroit. Si cette lésion envahit l'orbite, il y arrive un moment où on ne pourra plus avoir de marge carcinogène saine avec, par exemple, le muscle, droit inférieur, le muscle droit médial, voire le globe oculaire. Dans ces indications, une des solutions thérapeutiques est l'exentération. Heu, c'est quelque chose qui sera décidé bien sûr avec une, réunion, de concertation pluridisciplinaire, et qui peut être réalisé donc par un oculoplasticien. Parfois, ces exentérations vont nécessiter des gestes complémentaires. Par exemple, une tumeur maligne, du sac lacrymal qui part dans le canal lacrymonasal, qui, nécessite une indication, d'exentération,
une exentération seule ne sera pas suffisante et va nécessiter également de faire un geste avec une exérèse de la voie paralatérronasale. À ce moment-là, bien évidemment, les chirurgiens maxillofaciaux ou les ORL seront impliqués. Donc tout va dépendre un petit peu de ce que l'on doit faire. Il arrive qu'on voit en consultation des patients qui nous montrent des issues de graisse orbitaire. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la conduite à tenir dans ces cas-là? Alors bien sûr, ces patients en général, si on examine bien, leurs paupières, ces issues de graisse orbitaire ne sont pas, heu, conjonctivales et principalement en temporale supérieure, ne sont pas les seuls et si on les examine, il y a souvent, une issue, de graisse orbitaire au niveau de la paupière supérieure, au niveau de la poche interne. Il y a souvent des poches inférieures associées. Donc en fait, c'est une pathologie sénile, de déhiscence en fait des fascias qui vont laisser hernier en fait la graisse orbitaire et qui va passer en avant et au niveau temporal supérieur, on a une petite zone de faiblesse où la graisse peut arriver sous la conjonctive, et voilà. La plupart du temps, c'est quelque chose qui va être visible, en soulevant la paupière supérieure et en demandant au patient de regarder sur le côté, mais parfois, cette graisse est tellement importante, cette issue graisseuse est tellement importante qu'elle va même se voir dans le regard primaire et parfois entraîner une petite irritabilité de cette zone. C'est finalement quand même assez rare et les indications sont souvent un petit peu plus, heu heu, entre guillemets «esthétiques», en tout cas de convenance qu'autre chose. Néanmoins, dans ces grosses hernies, de graisse, il est tout à fait possible, de faire un geste, alors qui est un geste curatif, mais le but est uniquement d'aller enlever la zone herniée. Cette graisse orbitaire, c'est un peu comme un ruban de magicien, donc plus on tire, plus il y en a qui arrivent. Mais, c'est effectivement quelque chose d'assez commun. C'est une petite intervention qui peut tout à fait être réalisée sous anesthésie locale potentialisée. On n'a pas besoin, de le faire de façon plus lourde et on va donc faire une incision conjonctivale temporale supérieure en prenant bien garde d'être à distance des zones de l'ostium, de la glande lacrymale et en ouvrant la conjonctive puis la tenon, on va faire hernier cette graisse et enlever toute la partie herniée. Se rappeler que c'est de la graisse orbitaire, qu'elle est extrêmement vascularisée et qu'au moment où on va se séparer de la zone, herniée, la graisse va partir un petit peu plus en postérieur et qu'on ne pourra pas forcément, récupérer, donc être extrêmement strict dans son hémostase. Voilà. L'hémostase que l'on va faire crée une certaine forme de fibrose et même si les, récidives sont possibles, elles sont finalement assez rares et c'est quelque chose qui marche plutôt très bien. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous parlerons avec le docteur Barbier des orbitopathies dystéroïdiennes. Ophtalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.